Alors, d'abord, je voulais te remercier, Jean-Jacques, d'assumer cette fonction ce soir d'animateur. Ça nous rend bien service et je t'en remercie fort. Voilà, je voulais vous faire quelques annonces. D'abord, vous dire que nous recevrons, c'est la formule, mais nous passerons de nouveau forcément par Zoom au mois de décembre. Donc, nous recevrons au mois de décembre Serge Resnick pour les défaillances de la certitude, la clinique freudienne en partage chez Hermann. Alors, je voulais aussi vous signaler que vous trouverez sur le site un passeur de livres qui a été fait par Annick Galbiati sur le livre de Roland Chemama. C'est un travail tout à fait précis et qui donne vraiment une idée très juste du contenu du livre. Je pense que ce soir, ça va être plutôt sur le mode d'une conversation. Donc, je pense que se référer aussi au passeur d'Annick sera sûrement utile pour ceux qui voudront poursuivre sur ce débat. Voilà, alors je voulais vous dire aussi un petit mot sur la mort de Mustapha Safouan. Roland Chemama l'a sûrement bien connu, nous l'avons bien sûr tous lu et nous avons même reçu tout à fait récemment une dernière publication aux éditions des Crépuscules, L'inconscient à demi-mot de Mustapha Safouan et Sylvie Frérot. Voilà pour vous dire qu'il est encore toujours présent et c'est un homme qui a eu un dynamisme dans son écriture et dans sa présence à la psychanalyse qu'on oubliera, on l'oubliera pas. Et voilà, on est triste de le savoir parti. Alors, bien sûr, je voulais aussi dire tout de suite à Roland Chemama que nous regrettons bien sûr beaucoup de ne pas vous recevoir dans le cadre habituel du salon. Mais bon, il faut se faire et faire avec les moyens du bord. Et Zoom va nous permettre quand même cette conversation autour de votre livre ce soir. Donc, on est quand même bien content de vous avoir là présent. Alors, Roland Chemama, vous êtes l'auteur de très nombreuses publications et l'auteur, bien sûr, du fameux dictionnaire de la psychanalyse lacanienne. C'est le premier dictionnaire, je crois, lacanien. Qui d'entre nous ne l'a pas, à un moment ou à un autre, consulté dans sa carrière? Voilà. C'était un apport très important que vous avez fait avec Bernard van der Merch à la psychanalyse. Alors ce soir, votre livre « La psychanalyse refoule-t-elle le politique ?» nous a fait beaucoup causer. Et je dirais que quand ça fait beaucoup causer, c'est que l'auteur laisse suffisamment d'ouverture au lecteur pour qu'il puisse s'y mettre et y aller aussi de ses réflexions. Et je me disais aussi que le refoulement du politique, on n'y échappe peut-être pas. Et que dans une première lecture, je dirais qu'il y a eu de la résistance à votre texte, résistance au contenu. Mais très vite, lorsqu'on a pu aller un peu plus loin, ça a été vraiment l'intérêt qui a surmonté la résistance. Enfin, je l'espère. Hein. Alors, votre livre, on peut le dire tout de suite, est d'une actualité brûlante, à tous les points de vue, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, parce que toutes ces choses auxquelles on est confronté, même le Covid, finalement, est aussi une question politique. En tout cas, elle est réglée aussi par le politique. Donc, le politique est là. Et je me suis dit aussi que, bien sûr, si vous avez cru bon d'écrire ce livre aujourd'hui, ce n'est sans doute pas par hasard. Je suppose, enfin vous nous le direz sûrement tout à l'heure, je pense que vous avez été pris dans une urgence de reprendre cette question du politique pour la psychanalyse. Alors, votre livre
et l'objet de votre livre part de cet aphorisme de Lacan: l'inconscient, c'est la politique. Alors, vous rappelez que vous avez été surpris au fond de l'accueil de cette formule que Lacan a lancée à l'époque, et ça aurait été oublié, refoulé en somme. Et c'est ça que vous reprenez et que vous retravaillez à la lumière, bien sûr, de de notre monde contemporain. Je pense que vous nous rappellerez peut-être tout à l'heure dans la discussion les circonstances dans lesquelles Lacan a lancé cette formule. Tout le monde n'y était pas, tout le monde ne l'a pas entendu. Vous nous le rappellerez peut-être tout à l'heure dans la discussion. Au fond, les questions que vous travaillez et les analyses et vos réflexions portent autour de la question de l'incidence, et même on pourrait dire du pouvoir qu'exerce le discours social et politique sur la subjectivité. C'est tout à fait central, bien sûr, dans votre travail. Pour éclairer ces questions, il y a plusieurs aspects de votre livre qui sont fort intéressants. D'abord, bien sûr, vous prenez la question du politique et en essayant de voir au fond comment aborder le discours politique. Et là, il y a des choses très intéressantes, bien sûr. Alors, entre autres, je ne pourrais pas, bien sûr, tout vous citer, mais il y a la question du populisme. Et effectivement, c'est quand même une question bien actuelle, puisque non seulement ça y est dans certains lieux du monde, mais on la sent quand même très proche aussi de nos contrées. Et sur la question du populisme, j'aimerais bien vous entendre parce que vous dites des choses intéressantes qui permettent peut-être de mieux comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers ce genre d'idéologie ou de politique. Vous parlez aussi de la question des gilets jaunes, bien sûr de toutes les questions concernant les questions sociétales sur MeToo, tout ce qu'on dit aussi sur, bien sûr, le déclin du patriarcat, les questions hommes-femmes qui sont aussi tout à fait centrales dans votre livre. Et je dois dire que toutes ces questions que vous rebrassez, je dirais, sont des questions qui sont très directement prises dans notre clinique. Et je dois dire que vous éclairez un certain embrouillage qu'il y a aujourd'hui dans le contenu de ce qu'on entend dans les séances. Les séances prises par la question de la gestion du couple, de la parité dans le couple, les questions du travail. Toutes ces questions occupent une place que nous ne connaissions pas, je dirais, il y a 20 ans dans nos analyses. D'autre part, ce que j'ai apprécié aussi beaucoup dans votre livre, c'est le style que vous avez adopté. Un style très vivant et qui ne se charge pas, qui n'est pas chargé de trop de théorie. Vous empruntez à la théorie vraiment ce qui vous sert à éclairer votre propos. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui, de la théorie, en connaît un bout. Et ça, on le sait bien par toutes vos publications, vos conférences. Donc, c'est un livre qui, comme ça, à premier abord, est d'une lecture assez facile, je dirais. Mais en réalité, c'est un livre très dense et pas facile, et que nous n'allons faire qu'aborder un petit peu aujourd'hui. Alors, que dire Alors, sur cette question de Lacan, j'aimerais bien sûr, que vous nous en disiez plus. Alors, vous reprenez cette question autour de plusieurs points de la psychanalyse, notamment la question du sujet. Comment envisager le sujet contemporain?
Et là, vous avez une invention qui est très intéressante, où vous passez à la question du sujet A. Sujet A, comme on dirait, sujet au vertige, sujet à la colère, sujet au découragement. Et là, c'est aussi une question que j'aimerais bien que vous repreniez un petit peu pour nous faire entendre ce qui correspond aussi à en quoi de prendre la question du sujet comme ça vous aide à faire entendre quelque chose du monde dans lequel on vit. Alors, il y a ça fait partie d'un de vos chapitres, et c'est au fond la question principale de votre livre, mais dans quel monde vit-on? Alors, bien sûr, vous avez cet esprit d'écrire Vuitton comme la marque Vuitton, les sacs Vuitton. Ça fait bien sûr allusion au monde des objets dans lequel on vit et des marques. Alors effectivement, dans quel monde vit-on? Ça, c'est une question, je trouve, qui court dans tout votre livre. Et la question aussi qui me semble tout à fait centrale, c'est qu'est-ce qui nous gouverne? Et en fait, la question du pouvoir que vous mettez aussi à une place tout à fait importante et qui est une question qu'on aura peut-être à débattre dans le sens où on peut se demander si, au fond, vous ne mettez pas le discours politique aux commandes de l'inconscient. Bon, je vais très vite là, bien sûr, vous nous en direz peut-être plus. Et d'autre part, il y a une autre question qui est essentielle. Comment écouter nos patients aujourd'hui? Et ça, c'est aussi une question essentielle. Alors là, vous donnez certaines pistes, mais ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on entend bien que votre préoccupation, c'est comment faire pour que la psychanalyse s'adapte au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment inventer la psychanalyse d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux paradigmes dont il faut tenir compte? Mais en même temps, vous êtes bien sûr tout à fait prudent aussi dans ce que vous dites. Vous dites aussi sur quoi le psychanalyste ne doit pas céder. Mmh. Et ça reste bien sûr important, ne pas céder sur l'essentiel. L'essentiel, bon, on le connaît, c'est la question bien sûr du manque à être, de cette identité qui n'est jamais une identité telle qu'on veut aujourd'hui nous la faire passer, heu, des choses comme ça et aussi, peut-être tout ce qui concerne, les hommes et les femmes et vous tenez bien sûr à la dissymétrie et ce qui n'est pas, bien sûr un retour aux vieilles idéaux, de la puissance, masculine et virile, sur le féminin. Alors je pensais vous dire aussi que si vous voulez, beaucoup de choses que vous nous dites au départ nous semblaient des choses, qu'on avait déjà entendues. Bien sûr, nous avons reçu, Jean-Pierre Lebrun, autour de L'homme sans gravité et pour d'autres, de ces livres que nous avons lus, Charles Melman que vous citez, Michel Schneider sur Big Mother qui remplacerait le Big, Brother. Donc beaucoup de choses qui flottent dans l'air et qu'on a entendues. Mais probablement que votre livre est exceptionnel parce que vous nouez là la question du politique et de l'inconscient d'une façon tout à fait singulière, je dirais, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre. Voilà, je voudrais pas garder la parole trop longtemps parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont lu votre livre et qui ont sûrement des questions à vous poser. Donc j'ai envie de vous passer la parole assez rapidement et si vous pouvez nous dire un petit peu le contexte qui vous a conduit à l'écrire et peut-être nous dire un peu des choses sur
le populisme, le sujet tel que vous le dites, sujet A, et peut-être encore d'autres choses qui viendront avec la discussion. Voilà, donc je vais passer la parole à Roland chez Mama. Bon, je peux donc parler maintenant. Ça va. Ben, d'abord, je vous remercie pour ce parcours que vous faites dans ce livre. Je dois dire où vous abordez beaucoup de points, hein. Alors évidemment, je ne vais pas, moi, essayer de répondre à tous en même temps, hein. Donc, il va falloir que nous y allions un peu plus lentement et que voilà, nous ayons comment dirais-je, en quelque sorte un certain nombre de chapitres dans nos débats, hein, que nous allons voilà, petit à petit aborder. Le premier peut-être, ce n'est pas vraiment un chapitre, c'est que je voudrais moi aussi dire un mot à propos de Mustapha Safwan, hein. Non seulement pour dire que comme beaucoup de personnes, j'ai été très touché, hein. Je savais depuis quelque temps qu'il n'allait pas bien, hein. De toute façon, nous connaissions son grand âge. Nous savions même que, même avant d'être vraiment au plus mal, il était un peu las de sa vie, hein, elle était un peu pesante. Il a été vraiment le plus possible présent avec nous, hein, dans des échanges. Il y a encore, je ne sais même plus exactement, mais je ne sais plus si c'était juste avant. Je crois que c'est arrivé une fois avant l'été, une fois après. On a pu le rencontrer et parler avec lui. Alors, d'une part, donc, parler de l'émotion, hein, par rapport à la disparition de l'homme. Un homme, comment dire, euh, euh, très présent, très au vif de la vie, je veux dire, hein, avec qui on pouvait avoir même, comment dire, quelles que soient par exemple les générations, hein, des rapports d'amitié assez directs, boire un verre ensemble et manger. Et puis, quelqu'un qui était. Alors, je crois que vous avez parlé avant d'une ouverture. Je crains que vous n'en ayez parlé à propos de moi. Donc, si j'en parle maintenant à propos de Safwan, hein, je ne veux pas m'assimiler. Mais Safwan, pour le coup, c'est un homme qui avait une ouverture d'esprit extraordinaire, qui avait bien sûr sa façon à lui de concevoir notamment la pratique analytique, l'interprétation. Bon, il a pris énormément de choses là-dessus, dès ses premiers livres. Un style aussi très ouvert, lui aussi. Et puis, qui s'intéressait à, bon, d'abord beaucoup de choses, la science, la religion, etc. Et puis, qui s'intéressait aux générations qui l'ont suivi, hein, au point que, par exemple, enfin, un des grands souvenirs que j'ai de lui, c'est la façon dont il a organisé pendant plusieurs années un groupe qui a rédigé la Kanyana, hein. Nous nous réunissions régulièrement, chacun présentait un texte et Mustapha Safwan intervenait, commentait. Et voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été important pour moi et je pense pour beaucoup d'autres. Bon, alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, ah oui, non, quand même une chose. Il y a peut-être à dire que ça, voilà, bien sûr, c'est les circonstances dont nous parlons de Mustapha Safwan, mais que ce n'est pas si éloigné de la question de la politique. Parce que Safwan, je crois, était très conscient du fait qu'il y avait à penser la psychanalyse aussi dans sa dimension politique. Je veux dire par là, bien sûr, pas la dimension du choix de tel ou tel parti, du soutien de telle ou telle tendance, hein, ou de telle ou telle revendication sociale ou autre, mais que dans les rapports des analystes entre eux, voire même dans le travail analytique de la cure, hein, quelque chose de politique se joue. Disons, puisque vous l'avez abordé à la fin de son parler, quelque chose de la question du pouvoir. Hein. Et je crois que Mustapha Safwan était sensible à quelque chose que les psychanalystes n'ont pas pu éviter, parce que depuis Freud, ils ont l'impression que la psychanalyse est une citadelle assiégée. Et donc, depuis Freud, nous nous sommes comportés comme si nous avions à défendre la psychanalyse contre des ennemis extérieurs, mais vous savez que quand on est dans une citadelle, il s'agit surtout de faire taire les dissensions intérieures, parce que pour résister à l'ennemi, il faut être uni, hein, et éventuellement suivre une seule et même ligne de défense. Et ce n'est pas du tout la position de Safwan.
qui pensait que jamais nous n'avions à sacrifier la possibilité de perceptions différentes, de jugements différents, d'approches différentes des questions. Il était toujours très ouvert. Voilà, il avait sa façon de voir les choses, mais il était très ouvert à d'autres façons. Et il avait comme idéal quelque chose qui aurait ressemblé à une société scientifique, c'est-à-dire un certain nombre de collègues qui étaient en même temps des amis, et qui se réunissaient pour réfléchir à des questions qui intéressaient leur pratique, sans aucune visée institutionnelle. Alors c'est compliqué parce que la psychanalyse, ne serait-ce que parce qu'elle est une affaire publique, qu'elle est en dialogue avec les pouvoirs, doit prendre une position. Et donc, par exemple, on lui demande si tel ou tel analyste relève de sa formation, s'il peut être garanti, etc. Donc, les institutions ne sont pas, on ne peut pas les faire disparaître, mais il avait dans l'idée que ça ne devrait pas être la seule forme d'organisation des analystes. Et donc, vous voyez, un autre type d'organisation des liens entre analystes. Ah, je vais vous faire un compliment. Je crois que ce que vous faites au Salon Oedipe, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, c'est aussi avoir des échanges hors d'une visée institutionnelle. C'est-à-dire, je pense, des analystes qui viennent de différents lieux et qui peuvent parler entre eux tranquillement, sans souci d'être appréciés de leurs instances, je sais pas quoi, et oui, enfin de cette façon-là, sans autre visée que celle de discuter des questions qui nous importent. Donc, vous voyez, ça me paraît, parce que je crois que cette fois, il ne faut pas simplement en parler comme de quelqu'un qui a été un grand analyste, mais comme quelqu'un dont la pensée doit continuer à nous inspirer. Voilà. Bon, alors maintenant, dans quel contexte est-ce que j'ai écrit ce livre? Je pense qu'effectivement, comme beaucoup, je suis préoccupé par un certain nombre de choses qui se passent dans notre monde, et notamment, vous l'avez abordé très vite, la montée des populismes. C'est pour ça qu'il y a une deuxième actualité aussi à notre travail de ce soir, qui n'est pas simplement le décès, hélas, de Safwan, mais qui est heureusement la petite barrière. Je pense que là, maintenant, c'est fait, même si Trump, allez, on va dire les choses comme ça, attaque les résultats, mais quand même la petite barrière qui a été mise dans un pays aussi important que les États-Unis d'Amérique pour freiner ce mouvement. En même temps, ce que dit mon livre, et c'est là que peut-être il y a un paradoxe, mais le fait de parler de paradoxe me fait penser, je m'excuse, je fais une parenthèse, que quand vous parliez de résistance que peut-être il y a eu par rapport à mon livre, je serais curieux qu'on dise un petit peu plus sur ce qui a été difficile à avaler dans ce que je dis. Mais bon, on y viendra si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler seulement de ce que j'essaie de soutenir, mais de ce qui paraît difficile à admettre de ce que j'essaie de dire. En tout cas, sûrement, cette question de la politique prise à travers ce phénomène majeur qui est la montée des populismes dans des différents pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, etc., a été sûrement quelque chose qui m'a préoccupé. Et je dirais, dont paradoxalement, j'ai pris la mesure, encore plus la mesure après y avoir réfléchi et travaillé, en ce sens que j'en suis venu à penser, alors peut-être ça c'est une des choses difficiles à saisir, mais j'en suis venu à penser que loin d'être une monstruosité de l'histoire, une exception dans la façon dont fonctionnent nos sociétés, oui, un monstre politique. Le populisme était la vie politique elle-même. Vous voyez, vous avez dû le voir dans mon livre, je le dis comme ça à un moment donné, en m'appuyant sur un théoricien, dont j'avais parlé déjà dans mon livre précédent, et sur lequel j'ai travaillé grâce à et avec Christian Hoffman. Nous avons échangé là-dessus et ça a donné un premier livre qui était
Trauma dans la civilisation, hein, avant celui-ci. Donc, nous avons travaillé sur Ernesto Laclau, hein, en lien aussi avec les travaux de Sciences Po Paris, hein, où Laclau, comme dans bien des lieux, est quelqu'un qui est lu, travaillé, discuté, qui inspire nos amis des sciences sociales, hein, mais qui peut aussi inspirer les psychanalystes. Hein. Laclau est d'ailleurs quelqu'un qui lui-même, dans son œuvre théorique, ses analyses de la politique se réfèrent à Lacan. En France, il n'y a pas beaucoup de chercheurs de sciences sociales, hein, qui se réfèrent à Lacan, mais lui, donc, ce philosophe argentin, se réfère, et ce qu'il en dit est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit que, bon, bien sûr, nous avons toutes les raisons du monde de mal supporter les conséquences d'abord nationalistes, éventuellement racistes, xénophobes du populisme, que par ailleurs nous sommes sensibles au simplisme de ce discours-là, qu'à la limite nous ne comprenons pas bien comment ça peut marcher. Hein. Et je dois dire que lorsqu'il y a eu les premiers résultats à propos de l'élection américaine, au début, on avait l'impression que la partie était loin d'être jouée. Hein. Et je dois dire, en voyant ça, je me suis dit, bah oui, c'est ça, on est toujours là-dedans, on est toujours dans cette question angoissante, qu'est-ce qui fait que ça marche? Hein. Alors, bien sûr, il y a tout ça, il y a nos réticences, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'au fond, ce qui structure aujourd'hui surtout une société, c'est un discours comment dirais-je, qui n'est pas un discours de la rationalité, des analyses tranquilles, scientifiques, un discours de la gestion, etc. Hein. Ce qui structure nos sociétés, c'est un discours du mot d'ordre, on va dire, c'est-à-dire de ce qu'il appelle, d'une manière plus rigoureuse, des signifiants vides, c'est-à-dire des signifiants qui ont, comment dire, assez peu de sens pour être partagés par de nombreux groupes de la société. Si je dis il faut que le peuple arrive à chasser les élites, j'utilise deux signifiants vides, parce que le peuple, c'est quoi le peuple, là, hein, et les élites, qu'est-ce qu'on dénonce comme ça? Est-ce que c'est les élites économiques, intellectuelles, etc. Donc, il y a, si vous voulez, cette idée, qui est d'ailleurs déjà l'idée de Le Bon, sur lequel Freud s'était appuyé, hein, l'idée d'un pouvoir des mots. Un pouvoir des mots au sens où des mots comme ça qui apparemment n'ont pas beaucoup de sens, mais dans un certain contexte, utilisés d'une certaine façon, ont un effet affectif et un effet de commande, de direction des individus, hein, d'assujettissement. Et que la politique ne peut pas consister à dire simplement c'est pas bien que ce soit comme ça, mais éventuellement, par exemple, à lutter sur ce terrain-là. Je ne sais pas, c'est ce qui fait que Laclau, par exemple, imagine un populisme de gauche, hein, contre le populisme de droite. Il y a d'ailleurs des mouvements en Europe, hein, qui se sont appuyés sur son idée d'un populisme de gauche. Pourquoi est-ce que c'est devenu une question particulièrement importante dans les dernières années? Et ça, c'est aussi chez Laclau, on va dire, que ce qui donne une dimension particulièrement importante à tout ça, c'est que le sens des luttes politiques a changé. Avec l'effondrement du bloc communiste et avec comment on peut dire, le recul des partis socialistes, la politique n'est plus une lutte entre ceux qui vont vers une émancipation, par exemple, je sais pas, de la classe ouvrière et de ses alliés, et ceux qui s'y opposent. La politique s'organise autour des combats des minorités les unes contre les autres, chacune essayant de lutter pour la place qu'elle estime devoir avoir. Moyennant quoi,
C'est pour cela qu'il faut trouver un signifiant qui puisse rassembler ces différentes, ces différentes minorités, voilà, dans voilà, un terme qui peut être un terme apparemment qui permet que des gens très différents s'y reconnaissent. Alors, je ne sais pas si je dois continuer à parler parce que je prends Oui, du temps, mais je vais encore aller un tout petit peu plus loin. Ce que je dis là, ça prend la question du langage un peu à contre-courant par rapport à ce que les psychanalystes ont l'habitude d'en dire. Pour nous, le langage, c'est l'homme dans sa liberté, je ne sais pas, dans ce qui permet son désir, dans ce qui organise son monde, dans son rapport à la poésie, à tout ce qui fait le sel de notre vie. Hein. Mais le langage, c'est aussi l'assujettissement. Parce que si les mots d'ordre, par exemple, les mots d'ordre populistes ou d'autres, marchent si bien, c'est parce que nous sommes habitués à obéir à des mots d'ordre. Et voilà, dans le livre, je vais jusqu'à dire que, vous savez, Lacan dit quelque part, le signifiant est impératif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dès lors que nous avons été petits enfants, nous avons entendu des choses, des mots dans notre famille qui avaient une valeur particulière. Ces mots venaient nous dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, même si l'impératif n'était pas explicite. Mais il y a si vous voulez, chaque mot est performatif, chaque mot impose quelque chose. Et ce qui fait que je fais un lien entre un aspect, bien sûr, ce n'est pas le seul, il y a aussi tout le reste. Le langage est aussi l'instrument de notre liberté, mais il est aussi celle de notre assujettissement, l'instrument de notre assujettissement. Alors, je fais un lien entre le fonctionnement de la sphère politique, en général, son illustration plus particulière dans le populisme, qui ne fait peut-être que révéler ce qui est essentiel dans la politique, et l'inconscient lui-même, en tant que l'inconscient, alors je crois que vous l'abordez tout à fait à la fin dans ce que vous avez dit, l'inconscient nous parle au moins autant de la domination que de la libido, pour le dire comme ça. C'est ça, peut-être que si... Alors, je me demandais qu'est-ce que c'est qui a pu leur paraître difficile à accepter à nos amis, si bien disposés pourtant, et puis qui m'invitent ce soir. Je ne sais pas, par exemple, si c'est très facilement accepté ce que je dis là, c'est-à-dire qu'il faudrait, au fond, refaire toute une théorie de la psychanalyse en laissant à cette dimension de la domination au moins autant de place qu'à celle du désir sexuel. Voilà, est-ce que j'ai été assez provocateur? Alors vous, d'autres, je ne sais pas comment vous avez prévu de faire. Je n'ai pas répondu à tout, bien sûr, mais on pourra reprendre les questions ensuite une par une. Mais là, je vous ai donné quand même un fil qui me paraît important dans ce que j'ai essayé de dire. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien de dire ce que vous venez de dire. De reprendre la psychanalyse à l'aune de cette question de la domination et du pouvoir. C'est pas rien. Parce que, alors, par exemple, ça ne veut pas dire que le désir et le désir sexuel, etc., n'est pas le rôle important que lui donne Freud, évidemment. Et dans l'inconscient, ça s'exprime. Mais si on y réfléchit, le rapport, par exemple, entre les sexes est complètement investi par la question des rapports de pouvoir. Alors, on peut espérer l'éliminer. Et peut-être que c'est ce qui est sympathique dans les tentatives féministes, qui, à juste titre, montrent qu'il y a des façons d'être, de faire, d'organiser les rapports entre hommes et femmes qui sont plus supportables. Mais il n'empêche que la question du pouvoir, je ne suis pas sûr qu'elle disparaîtra si facilement que ça.
D'abord parce que elle se joue sur plusieurs plans. Hein. Elle peut se jouer, elle se joue fréquemment dans le rapport entre hommes et femmes, mais elle se joue d'abord entre le père et le fils. Hein. Et je dois à un moment donné citer un psychanalyste qu'on ne cite pas beaucoup, surtout quand on est lacanien. Mais moi, je suis un lacanien à la fois très orthodoxe, hein, c'est-à-dire je reprends beaucoup de choses que dit Lacan, mais en même temps, je vais lire un peu d'autres. Hein, et il y a un auteur, d'ailleurs, ces références-là, je les ai trouvées grâce à un sociologue qui s'appelle Lahire. Bon, mais il y a un auteur qui s'appelle Fromm, hein, qui dit, après tout, pourquoi est-ce que l'Oedipe serait seulement l'histoire du désir incestueux d'un fils pour sa mère, et pas éventuellement d'abord l'histoire des rapports d'un fils avec un despote patriarcal. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, si on veut prendre les choses au niveau de l'Oedipe, la sphère familiale, on aurait d'abord à penser la façon dont la sphère familiale est organisée, hein, l'éventuel pouvoir plus ou moins grand du père, mais de nos jours, on tend plutôt à lui enlever, hein, donc avec d'autres questions qui apparaissent. Et peut-être que les avatars de l'inconscient à partir des sphères familiales sont à penser à partir de ça, hein, si vous voulez. Bon, j'arrête pour l'instant. On voit si soit vous, soit quelqu'un d'autre veut relancer d'autres questions. Oui, oui, c'est vrai que ce que vous dites, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une cure psychanalytique, sinon justement sortir de l'assujettissement de la doxa familiale, même si les parents ne sont pas tous mauvais, mais quand même, toute la démarche de l'analyse, c'est de sortir d'un certain assujettissement. Mais je pense que ce qui est intéressant dans votre livre et que vous faites entendre et sur lequel c'est difficile d'avancer, où il y a une résistance, c'est que jusque-là, il y a une sorte de coupure entre le politique et le psychanalytique. Et il y a un saut à faire qui n'est pas facile, si bien qu'on est ou d'un côté ou de l'autre. Et que vous faites le pont, justement. Et que quand vous le dites, c'est vrai. Après tout, la question du pouvoir dans la famille, c'est quelque chose qu'on travaille couramment dans l'analyse. Ouais. Donc, ça paraît à la fois très simple et pourtant. Absolument. Et pourtant, oui, c'est vrai. Et pourtant, alors, vous avez employé le terme d'assujettissement. Alors là, il y a bon, ça va parce que je perds une interlocutrice, mais peut-être que... Bon, peut-être que... Alors, ce que vous dites là-dessus permet d'expliquer pourquoi je me suis servi de cette expression sujet A. À vrai dire, c'est pas dans le premier livre où j'avais relevé ça. Il y a quelques années, vous savez, de temps en temps, je vais pêcher un truc comme ça chez Lacan qui a l'air de rien, hein, et qui me paraît à ce moment-là intéressant, si vous voulez, à dégager, à mettre en relief. Et 2 années de suite, il emploie sujet A avec même un trait d'union. Ce n'est pas seulement que nous sommes sujets au vertige, mais il y a le sujet A, ce qui fait, vous voyez, ça en fait, je ne sais pas s'il faut dire un concept, en tout cas une figure particulière. Alors justement, le sujet A, c'est intéressant parce que ça permet de dépasser, disons, la représentation du sujet comme simplement assujetti. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses il y a une coercition de quelque nature qu'elle soit, d'ailleurs, qu'il accepte plus ou moins, etc. Bon, il est assujetti, c'est le sujet du roi, il est sujet au sens où il y a son souverain et il obéit. Et puis, le sujet au sens philosophique, qui lui est libre, dont la liberté est définie par sa possibilité de, enfin, par la raison, c'est ça qui permet
la liberté, c'est de ne pas être pris dans des déterminismes, mais de les réexaminer, de les relativiser, de sais-je. Hein. Donc, vous avez effectivement un sujet, voilà, au moment où Descartes fait son parcours dans les méditations, il n'est plus assujetti. D'abord, il a fait complètement abstraction d'un certain nombre de déterminations, hein, et au fond, c'est le mouvement même de sa pensée qui lui permet d'élaborer sa philosophie, ce qu'il a élaboré. Je crois que pour la psychanalyse, il faut trouver le moyen, et pas seulement pour le sujet contemporain, hein, mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura dégagé cette notion, que j'ai essayé de dégager, ça permet de penser le sujet contemporain. Pour la psychanalyse, il y a à penser une dimension qui est, comment dire, non pas la dimension d'un pouvoir extérieur qui viendrait nous contraindre comme une loi ou je ne sais pas, ou par exemple aussi bien le fait social, hein, selon Durkheim, hein, c'est-à-dire des choses qui sont tellement établies que je ne peux même pas penser à m'y soustraire. Donc, quelque chose de l'ordre du sujet qui ne serait ni dans cette détermination, ni dans la liberté au sens d'une liberté philosophique. Quand je suis sujet au vertige, puisque vous me rappelez que c'est un des exemples que je prends, que prend Lacan d'abord, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Si quelqu'un me dit, mais non, mais ce que tu as, c'est rien, bien sûr, il y a le vide qui est là, mais enfin, tu as de l'espace, tu vas pouvoir hein, me convaincre que j'ai tort, quelqu'un me convaincre que j'ai tort d'avoir le vertige, je vais résister. Je vais dire, mais non, mais moi, je suis comme ça, je ne peux pas me rapprocher à ce point-là d'un précipice. Bon. Donc, à la fois, je vis ma situation comme étant quelque chose de contraignant, mais c'est bien moi quand même qui ai le vertige. Et je reconnais que ça doit bien dire quelque chose de moi. Hein, ou lorsque je suis sujet à la colère, par exemple, à la fois j'ai l'impression de ne pas pouvoir éviter de me mettre en colère, et en même temps c'est bien moi qui me mets en colère. Et d'ailleurs Sartre le soulignait en disant que c'est très juste de dire qu'on se met en colère. Hein. Voilà, donc si vous voulez, il y a quelque chose là qui permet de penser, et ça c'est important, pas seulement pour le sujet contemporain, je crois, hein, pour la psychanalyse, me semble-t-il, dans sa pratique, a intérêt à être attentive, les psychanalystes ont intérêt à être attentifs à cette double dimension. C'est-à-dire, oui, le sujet qui vient nous parler, il éprouve ce qu'il vit comme contraignant pour lui, mais en même temps, c'est lui. Hein, et déjà, le reconnaître, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui est vrai pour le monde contemporain, c'est qu'il a un peu plus de mal à le reconnaître. Hein, peut-être parce que, justement, on est dans un processus de civilisation où le discours de la science fait que tout va trouver des causes objectives et où la notion même de sujet tend à s'effacer. Hein. On n'est pas des sujets, on est des troubles du DSM ou l'absence de troubles du DSM. Hein, bon. Voilà, ça c'est pour cet aspect-là. Je ne sais plus, il y avait beaucoup d'autres questions. Ah oui, Lebrun. On a beaucoup retenu de Lebrun parce que c'est peut-être le livre qu'il a écrit qui a été le plus lu. Ce qu'il a développé à partir de son dialogue avec Melmoth. Cette idée d'un sujet contemporain qui est dans l'absence de limite à la jouissance, hein, jouir à tout prix, qui fait qu'il décrit une série de difficultés, on peut dire des pathologies, après tout, pourquoi pas, du sujet contemporain, qui sont plutôt de quel ordre? De l'ordre d'une difficulté à maintenir un désir parce qu'il est plutôt dans la jouissance, effectivement, c'est-à-dire dans le passage continuel d'une satisfaction à une autre, dans l'absence de limitation de la jouissance, ce qui veut dire que aussi un désir un peu élaboré a plus de mal à se construire, etc. Enfin, bon. Et donc quelque chose qui nous oriente vers les addictions ou bien vers ce que Lebrun a pu appeler la perversion ordinaire, etc. Hein. Je crois que Lebrun est connu comme ça,
moyennant quoi certains lui ont fait valoir que ce n'était pas vrai que le sujet contemporain jouisse tant que ça, que ce n'était pas plus facile pour lui que les sujets antérieurs, moyennant quoi on peut répondre, si on veut défendre les couleurs de Lebrun, que ce n'est pas que le sujet contemporain jouisse vraiment, mais il entend que rien ne limite sa jouissance. Après ça, ça se passe pour lui comme pour n'importe qui. Hein. Mais ça, c'est, je dirais, alors je ne sais pas si c'est sensible dans ce livre, c'est un thème qui parcourt quelques livres que j'ai écrits, parce qu'au fond, souvent, ils ont des ramifications les uns que les autres. Bon, c'est que je crois qu'il y a deux faces principales de la clinique contemporaine. L'une, c'est cette face que décrit Lebrun dans ce livre avec Melman. La deuxième face, il l'a d'une certaine façon moins abordée, mais elle peut, par exemple, chez lui, tourner autour de sa reprise des états limites et autour de ce que moi, j'ai essayé de travailler en parlant de la dépression, hein, dans un sens qui n'est pas le sens très habituel hein, d'un trouble de l'humeur, hein, mais qui est une inhibition radicale du désir et de la volonté. Alors, si vous voulez, vous avez d'une part des pathologies, si vous voulez, par rapport à, disons, à des sujets qui n'ont pas les moyens symboliques, je dirais, de se construire un désir. Les uns vont plus vers voilà, la satisfaction, je ne sais pas, de la drogue, ou ce que vous voudrez, et les autres vont plus vers une position dépressive qui, parfois, d'ailleurs, a une dimension de jouissance aussi bien. Hein. Et donc, vous voyez, je continue à travailler avec Lebrun. On fait même un groupe de travail en ce moment, hein, un peu à distance, grâce à Zoom. Mais effectivement, je crois que ce que je dis n'est pas exactement ce qu'il dit. Hein. En tout cas, ce qu'il dit dans ces textes-là, hein, dans notamment son dialogue avec Melman. Voilà. Il y a d'autres choses, sûrement. Je voudrais bien dire, vous poser une petite question, parce que j'étais très intéressé vraiment par tout ce que vous avez tenté, tout ce que vous essayez d'articuler entre la psychanalyse au sens de l'individuel, pour schématiser un peu, et puis le social, qui est très à l'ordre du jour. Mais il me semble que dans cette optique-là, j'aurais bien aimé vous entendre à propos d'un point particulier qui est développé dans le social actuellement, c'est le religieux. Le déploiement qu'il y a actuellement dans cet ordre-là, le déploiement du religieux, la place qu'il occupe, la pression qui est une pression physique au sens propre du terme, en parlant des attentats, toute cette thématique, on entend bien comment actuellement, sur le plan social, il y a la nécessité de pouvoir répondre à nouveau, de répondre aux religieux, de donner réponse aux religieux qui ne soit pas simplement une réponse de oui ou non, mais de pouvoir décaler à nouveau le religieux, comme il me semble l'a toujours fait la psychanalyse. Et Lacan avait dit, succédant à Freud, que le religieux était la menace, entre guillemets, du XXIe siècle. Et on entend bien comment, dans cette mesure-là, il y a en effet cette ligne par rapport au religieux qui me semble important de devoir tenir compte. Alors, je voulais déjà, comme question, vous demander un peu quelle place vous accordez, comment vous accordez une place au religieux et comment la psychanalyse actuellement peut travailler le religieux. Comment la psychanalyse peut trouver une place pour travailler le religieux? Oui, c'est une vaste question, sûrement une question un peu difficile. Je ne prétends pas du tout d'ailleurs aller au-delà de quelques idées forces. Je dirais, j'ai quelques idées forces là-dessus, mais je ne sais pas ce qu'elles valent et il faudrait les affiner en discutant. Voilà. Alors, d'abord, il me semble que vous me donnez une occasion de revenir sur un thème qui se raccorde aussi avec la question du populisme, qui est ce que
fait travailler à partir de la notion d'état de détresse. C'est-à-dire que les différents populismes et, disons, la façon dont ils se structurent autour d'un chef et dans l'opposition à tout ce qui est extérieur à eux, peuvent faire penser à la psychologie des foules de Freud. Voilà, c'est-à-dire le besoin pour un groupe social, à un moment donné, que chaque membre s'identifie au chef, de manière à ce que les membres puissent s'identifier entre eux. On connaît ça. Chez Freud, ça a anticipé sur ce qui s'est passé avec le nazisme et les différents fascismes. Alors, il y a ce type d'explication sur, par exemple, pourquoi pas le populisme, mais il y en a une autre, me semble-t-il, qui n'est pas contradictoire, qui est l'explication suivante. C'est que sans doute, les mouvements de gauche ou les mouvements démocratiques, à la fois n'ont pas voulu voir que c'était un problème sérieux, le populisme, et n'ont pas voulu voir qu'il y avait un vrai problème à l'arrière-plan de cela, et qui était une certaine détresse dans de larges couches, détresse par rapport au niveau économique, détresse par rapport à l'isolement dans des zones déshéritées, détresse par rapport à l'incapacité à, je sais pas, par exemple, à entrer dans le monde de la digitalisation. Il y a un très bon film anglais qui montre ça, un chômeur qui ne veut pas faire ces demandes qu'il a à faire, parce que vraiment, le faire par Internet, c'est pas... Bon, donc il y a une détresse qui a différents facteurs, mais dont la résultante la plus apparente, c'est qu'il n'y arrive plus. Et un certain nombre de mouvements qui ensuite se convertissent, alors, soit dans des mouvements organisés, politiques, soit dans des mouvements du style Gilets jaunes, etc., c'est à penser à partir de la détresse. Il se trouve en plus que si on le dit comme ça, nous savons que Freud nous donne des éléments pour penser ça, en parlant de l'état de détresse comme dépendance de l'enfant par rapport au grand autre, de la petite enfance, qui vient faire le support de tous ces mouvements d'appel et de protestation du sujet adulte. Le sujet adulte actuel est de plus en plus souvent un sujet en état de détresse. Et alors quoi? La religion, venons-y. La religion peut dire à la fois que c'est une des formes fortes pour essayer de répondre à cette détresse, par exemple en redonnant sens aux choses ou en assurant qu'il y aura un salut ou un avenir meilleur ou tout ce que vous voudrez. Il y a même des religions d'ailleurs pour qui être un bon être un bon fidèle de l'Église, je pense notamment aux églises évangélistes, ça assure aussi, c'est-à-dire que ceux qui vont vraiment être des bons fidèles, en plus, auront un succès financier. On leur dit ça, carrément. Donc, si vous voulez, les religions viennent de différentes façons tenter de répondre à cela, et c'est pour ça, sans doute, qu'elles ont une prise sur beaucoup de gens. Et puis, je crois qu'il faut aussi le prendre dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a peut-être négligé le fait que, comment dirais-je, le déclin des religions, attendez, comment est-ce que Gaucher dit ça? Le terme qu'il emploie ne me revient pas. Qu'au fond, cette désaffection, par exemple, de la religion qui est progressive dans l'histoire, est aussi quelque chose de mal supporté par beaucoup de gens, et que ça va aussi dans le sens de ce qui renforce leur détresse. Vous voyez, on peut dire que la religion répond à la détresse, mais on peut dire aussi que, ce qui se passe par rapport aux religieux, pour beaucoup de gens, c'est insupportable. Moi, je prends au sérieux, vous savez, pendant
ces 2-3 jours là, ou 4 jours, on a entendu beaucoup de choses. Alors on a interviewé des supporters de Trump. Alors il y en a qui disaient, mais c'est pas possible, je ne peux pas admettre que viennent au pouvoir des gens qui sont pour l'avortement. Hein, c'est-à-dire que, et pour des raisons religieuses. Hein, alors évidemment, si je vous dis ça, ça ne veut pas dire que nous avons à reculer devant le fait de laisser aux femmes cette possibilité et même de faire en sorte que les conditions où ça ait lieu soient convenables. Mais il faut entendre, je crois, qu'il y a quelque chose qui, dans ce qui s'est passé, a été dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que la religion conserve une force, non seulement comme réponse à la détresse de beaucoup de gens, mais comme ce qui a de toute façon une valeur pour eux et qui, une fois, si ça rentre en déclin, leur donne encore plus le sentiment d'une détresse. Vous voyez les deux aspects que j'essaie d'illustrer, je ne sais pas si c'est très clair hein, dans ce que je dis. Si vous voulez, à un des moments de mon livre, je parle des questions sociétales. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle des questions sociétales? C'est généralement toutes les questions, je sais pas moi, autour de l'organisation de la famille, du mariage, de la différence des sexes, etc. Donc je parle de ça et je fais au lecteur une confidence, c'est qu'au début, je ne comprenais pas bien pourquoi forcément, par exemple, quand on était de gauche, on devait être de tel côté des choix par rapport aux questions sociétales, nécessairement, et si on était de l'autre côté, si vous voulez, il y allait avoir une cohérence entre une position politique de droite et une position traditionnaliste sur ces questions sociétales. En fait, je crois que j'étais naïf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique, c'est avant tout ces questions. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pour beaucoup ces questions sociétales. Si Bolsonaro a triomphé au Brésil, c'est entre autres parce que les gens ont cru que son adversaire appelait à une généralisation de l'homosexualité. Il y a eu des fake news sur le fait qu'on corrompait les petits-enfants des écoles. Hein. Donc, si vous voulez, je crois que les questions se jouent beaucoup autour des questions sociétales et que la religion a une grande force forcément là-dessus. Parce que la religion, c'est son job. Depuis des siècles, hein, elle fait valoir certaines positions en matière de questions sociétales, de questions de mœurs, de questions de... vous voyez, je ne sais pas si ça... Je ne réponds pas vraiment, mais j'essaie de tourner autour de votre question. Oui. Le problème, il me semble, de l'introduction comme ça du religieux, ou de parler du religieux, c'est, il me semble qu'il y a dans le religieux toujours cette propension à ce que la dimension inconsciente n'apparaisse pas, que tout reste dans les cieux, non pas à l'intérieur du sujet, dans sa parole, mais ailleurs, mais dans un ailleurs qui est pratiquement, qui n'est pas non plus directement perceptible, monnayable. C'est un ailleurs, mais c'est un ailleurs qui permet quand même, qui est reconnu comme tel l'existence. C'est dans les cieux. C'est dans les cieux que ça se passe. C'est en ce sens-là qu'il me semble qu'actuellement, puisque c'est la position qui est prise par votre livre, que je m'excuse, je n'ai pas lu, mais il me semble que votre travail est très dans l'actualité et cherche à comprendre ce qui se passe dans l'actuel en étant toujours armé, autant que faire se peut, de la psychanalyse. Et il me semble que la pointe qui a toujours été une pointe forte de l'analyse, a tendance à s'émousser par rapport à l'efficace du religieux. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Je vous entends mal.
je disais que le religieux prend une place telle, justement dans ce rapport à l'autre, il prend une place telle que la psychanalyse est de moins en moins armée. Les armes de la psychanalyse sont de moins en moins efficaces par rapport à la pression qu'exerce le religieux. Enfin, c'est très schématique, il faudrait pouvoir le déployer mieux que cela. Mais c'est pour dire un petit peu, étant donné que vous êtes dans cette concentration dans le temps présent, dans cette analyse au sens le plus commun du terme de qu'est-ce qu'il se passe au présent, dans notre actualité, dans les changements très rapides qu'il y a actuellement, dans la violence qui tourne, qui circule, que l'on perçoit, pas seulement dû au Covid, mais aussi donc, aux attentats, et la dimension religieuse. Il me semble que cette dimension religieuse prend au moins autant de place dans ce que vous appelez le populisme, à juste titre, le populisme au sens le plus banal du terme, et que cette menace va exactement à l'encontre de la façon dont la psychanalyse peut trouver sa place. Pour ma part, dans la pratique toute simple, il me semble que j'ai de plus en plus de mal à entendre et faire entendre aussi à mes analysants qu'il y a autre chose, qu'il se passe autre chose, qui les agite est autre chose que la dimension actuelle. Voilà. Alors, écoutez, peut-être je vais essayer, au fond, de ne pas reculer de nouveau devant des paradoxes, hein, parce que peut-être qu'il faut dire aussi quand même qu'il y a religion et religion, plutôt au sens de qu'est-ce qu'un discours religieux peut laisser entendre au sujet contemporain. D'abord, une première chose, récemment, j'ai lu quelque part que, par exemple, puisque vous faites allusion à ça, hein, et puis on a écrit avec Christian Hoffman un livre sur le terrorisme, et donc notamment le terrorisme islamiste, ma réponse consiste à distinguer différentes faces, là aussi, du discours religieux. Et d'abord, la première chose, ne pas le confondre avec le pseudo-discours religieux. Moi, j'ai été assez intéressé par, je ne sais plus tel article que j'ai lu, disant que le terrorisme islamiste ne signalait pas un retour de Dieu, mais son effacement. C'est-à-dire que Dieu n'est nulle part dans cette histoire-là. Hein, hein, ça dépend effectivement de ce qu'on attend par Dieu, mais la référence à Dieu dans les religions ne se confond pas avec le fait de vouloir détruire l'autre, y compris d'ailleurs les gens de sa propre religion, pour qu'ils se soumettent à un pouvoir politique. Hein. Donc là, si vous voulez, la religion, je ne veux pas la situer de ce côté-là. Vous avez fait allusion au fait que la religion ferait qu'on méconnaîtrait l'inconscient. On peut le dire comme ça, mais il faut d'abord dire que par rapport, comment dirais-je, au discours gestionnaire de notre société, hein, au discours, d'ailleurs vous finissez là-dessus, hein, sur ce que les gens viennent nous raconter de leurs petits accommodements, de leur, je sais pas moi, de leur gestion, des coûts et des profits, etc. La religion a quand même toujours maintenu qu'il y avait une dimension autre, que l'homme n'avait pas affaire seulement à des petits autres, qu'il s'agissait de, je sais pas, dont il s'agissait de profiter de diverses façons possibles, hein, mais avait rapport à une dimension qui n'était pas réductible, hein, au rapport ordinaire, hein, entre les individus. Alors, je ne dis pas que alors, ce n'est sûrement pas l'autre sens de la psychanalyse, mais comment dire,
ce que la psychanalyse, enfin, que si Lacan a développé son idée d'un autre avec un grand A, c'est pour marquer que, du point de vue de la psychanalyse, l'autre, ça avait une valeur, l'autre au sens d'un grand autre, mais que nous le situons autrement. Mais je crois que ça commence par reconnaître que du côté de la religion, on pouvait avoir quelques intuitions là-dessus. Il y a des textes de Lacan qui, bon, ceci dit, bon, je ne tiens pas forcément, hein, on peut ne pas être d'accord, on peut trouver que je m'éloigne dangereusement d'une pensée laïque forte, mais qui dit on doit pouvoir se référer à Saint Paul aussi bien qu'à n'importe quel philosophe. Tout à fait. Oui, hein, d'accord. Tout à fait. Donc voilà. Donc la religion, ça dépend de ce qu'on entend par là. Si on entend par là un discours par lequel l'être humain s'est posé pendant des siècles la question du sens de sa vie, voilà, c'est un discours que nous ne pouvons auquel nous devons prêter attention. Nous pouvons dialoguer avec des gens réellement religieux, hein, c'est-à-dire non pas des gens qui se servent de la religion pour promouvoir une destruction de leurs voisins, hein, mais bon, que ça vient aider dans la vie. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je suis d'accord avec vous que les formes que prennent les églises actuellement, les églises au sens large, hein, églises, synagogues, mosquées, hein, les formes que prennent les communautés religieuses sont préoccupantes. Hein, mais les préoccupations qu'elles nous donnent ne sont pas consubstantielles à la notion même de religion. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis là. Merci beaucoup des liens. Merci beaucoup, comme vous l'avez dit. C'est hors institution qui est formidable parce que c'est un vrai travail de lecteur et de lecture. Alors, j'ai pas lu votre livre, Monsieur Chimama, mais j'ai bien aimé votre présentation et notamment, alors, ce petit jeu, parce que là, quand même, il est question de langage et de quoi nous sommes, alors je dirais, aliénés. Parce que j'ai envie de mettre en face du terme assujettissement l'aliénation. Et là, on sort des questions sociétales, machin, psychique. On est dans une aliénation sociale antérieure à l'aliénation psychique. Et non, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui balance parce que ce qui est magnifique dans votre, enfin ce que j'ai entendu, c'est être sujet à. Alors être sujet à, ça nous renvoie justement peut-être nous chacun à l'objet codique, à quelque chose à quoi on se construit. Mais il me semblait que le travail analytique, dans le travail analytique. Pardon, le travail analytique. Pardon? Je dis dans Qu'est-ce que vous disiez? Il vous semblait que... Comment? Il vous semblait que Parlez le travail plus fort. analytique... Ah, je parle plus fort? Oui, voilà. Il me semblait que le travail, la spécificité de la psychanalyse et du travail de la psychanalyse, c'était le désassujettissement, justement. Enfin, cette espèce d'illusion d'être assujetti, c'est-à-dire c'est être par rapport à la dépendance que vous évoquez, c'est-à-dire cette détresse. Il faut, on dit en allemand, hein, je dis. C'est très, très compliqué à prononcer. Parce que nous sommes tous dans la détresse. Et je pense que nous avons chacun donc ce rapport à l'aliénation, c'est-à-dire notre aliénation langagière. On est aliéné au signifiant, il me semble, et non pas assujetti. Alors, on voudrait bien nous assujettir pour le moment. Il y a quelque chose. Or, on est sujet à l'humeur, à la colère, à la violence, à la phobie, du vertige. Et ce que je voulais aussi vous remercier pour avoir évoqué,
cette fabrique du commandement, je dirais, moi je Mhm. la vois comme ça, Très bien. c'est-à-dire exactement les signifiants vides, la question du mot d'ordre. Mhm. C'est très important parce que enfin, moi j'ai écouté beaucoup, puis je fréquente beaucoup de lettrés, de poètes qui passent par les interstices, hein. Et pas tout le monde ne vient en analyse. Enfin, je veux dire, la souffrance, on la ramasse, mais c'est surtout aussi comment ils sont informés et très vite déniaisés par ce qu'on entend. Par exemple, enfin, je pense tout à fait à une allusion de Macron, parce que c'est lui qui est président, mais enfin qui raconte des trucs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du moment du confinement de mars, où il avait, enfin, c'était risible pour tous les artistes et les littéraires, justement. Il était question de chevaucher le tigre. Est-ce que ça vous a marqué? Chevaucher le tigre, c'est un titre. C'est un titre de Julius Evola, qui est le pire eugéniste de l'Allemagne nazie, hein. Et donc, c'est un travail, c'est-à-dire de toutes les petites figures de ce gouvernement dont on est assujetti, hein, enfin, visiblement, peut-être pas pour longtemps, mais je ne sais pas si c'est vide. Alors, je voudrais voir, enfin, entendre le commandement qui fait notre aliénation aux religieux, à la, enfin, c'est vrai que c'est important, ce rapport à l'alien, au grand autre, par rapport à la fascination. Parce que je ne sais pas si vous avez ressenti, vous tous, en période de premier confinement, c'était une fascination, une sidération de quelque chose qui était impossible à arriver. Et là, l'image de la fascination, on est dans le sexuel, on est dans l'effroi. Et voilà, moi c'est ma question. Euh, L'effroi est peut-être ce qui lie d'une manière très nette la dimension du sexuel, la pulsion de vie ou la pulsion sexuelle avec la pulsion de mort tout de même, hein, Mais on est justement, et c'est là que je travaille beaucoup cette question, qui est la pulsion par excellence, la pulsion de mort, la pulsion de vie, qui est différente de la naissance et de tout ce que nous construisons au-delà du principe de plaisir. Dire. Puisque, alors, juste une chose, parce que je suis d'accord de l'ensemble avec ce que vous dites, hein, il y a une chose dont je parle dans mon livre à propos de Macron, euh, qui est le fait que s'il est arrivé au pouvoir, c'est, enfin, bon, pour des raisons aussi comment conjoncturelles, hein, mais quand même pas seulement, parce que précisément, sans doute, il a compris qu'actuellement un pouvoir ne pouvait s'établir et se maintenir que s'il disait les choses d'une manière telle qu'il pouvait être entendu de partout. Oui. Et c'est ce qui m'a tellement bien marché, non pas ni de gauche ni de droite, mais il insistait, et de gauche et de droite. Et Oui, de gauche et de droite, ça veut dire... En même temps. Au niveau de l'économie, c'était planifié. Oui, Ça veut dire... après ça, je ne parle pas de ce qu'il a fait, etc. Mais je parle de ce slogan-là, hein, ouais. qui était sans doute ce qui a permis de triompher. Après ça, on peut penser ce qu'on veut. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de choix à l'époque, en tout cas par rapport à quelque chose qui était crédible. Mais voilà. Mais c'est vrai. Je pense que faudrait... c'est une position de pervers. On est là quand même dans une pathologie glacée. Je ne sais plus si vous vous souvenez du travail d'acteur remarquable, mais très excité à propos des gens du spectacle. Il était en pseudo-conférence. C'était l'époque où il y avait encore Philippe, Édouard Philippe. Mm-hmm. Et là, c'était là où il avait dit, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de... Il avait dit quoi? Zoé, il n'y a pas de poème à la cave. Il faut aller chercher sa bouffe.
son sandwich au jambon, etc. pour survivre. On était dans le besoin. Ah oui. Tout Bon, écoutez, était le besoin, alors ça, on pourrait en parler, c'est vrai. Je n'en ai pas parlé du tout, parce que à l'époque, ça ne paraissait pas comme ça, à l'époque où j'ai écrit ce livre. Mais c'est extraordinaire comment le discours actuel sépare radicalement la sphère du besoin et la sphère autre, disons, du désir ou de ce qu'on voudra, en distinguant les biens nécessaires. Hein, avec cette idée des biens nécessaires, ce dont nous avons besoin pour vivre, hein, et le reste, c'est pas essentiel. Hein, non, j'ai dit nécessaire. Essentiel. Essentiel. Hein, il y a quand même, on est la seule chose qui est. Peut-être qu'on peut donner la parole à d'autres personnes. Oui. sur les Peut-être qu'on peut supermarchés. donner la parole à d'autres. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Une question à poser? Juste la dernière Guillaume. fois, c'était Oui. pardon. Jean-Jacques? Oui, Nicole François et après Catherine Guillaume. Il faut essayer d'être un peu Oui, on court. peut essayer. Moi-même, je vais essayer d'être bref. Personne puisse parler. Ouais. D'abord Nicole François, ensuite Catherine Guillaume. J'avais envie de lancer une boutade là, parce que ni de gauche ni de droite en même temps. À ne pas oublier la chose en même temps. Voilà. Je trouve ça un peu fou, cette histoire de ni de gauche ni de droite, et le en même temps qui arrive toujours au même moment et tout. Et ça m'a fait penser à ce que vous avez dit dans votre livre, vous l'avez repris un petit peu tout à l'heure, sur le signifiant nouveau. Là, quand vous avez parlé d'aller vers un signifiant nouveau, et vous parlez en particulier dans le rêve, Oui. que le rêve peut produire à un moment un signifiant nouveau. C'est vrai que le rêve est une formation de l'inconscient et que de par ce fait, il y a quelque chose d'un lâcher prise et qu'en effet, peut-être qu'il y a un signifiant nouveau qui peut être créé beaucoup plus facilement du côté du rêve. Alors, peut-être, il me semble d'ailleurs qu'en analyse, il arrive qu'il y ait des signifiants nouveaux et que ça change naturellement toute la chaîne signifiante et comment le sujet est représenté par un signifiant pour un autre et que sa place n'est absolument plus la même et que l'objet qui peut être aussi pour les autres n'est absolument plus le même, donc il se déplace d'une autre façon. Mais socialement, vous en arrivez quand même à dire qu'on pourrait trouver un signifiant nouveau dans le social. Et il y a l'amour courtois qui a été un signifiant nouveau, me semble-t-il. Ça a été tout à fait quelque chose de, je ne sais pas, ça a des effets toujours aujourd'hui, au moins dans les civilisations occidentales. Bon, il y a toujours ça. Alors, je me dis que c'est très, très difficile, ce signifiant nouveau que vous évoquez, que c'est bien là où il faudrait que le social aille en ce moment, mais que je ne vois pas. Vous ne voyez pas venir. Dans la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, comment on va pouvoir faire ça? Comment on va, parce qu'il ne s'agit même pas de faire ça, il s'agit d'être fait par ce signifiant qui peut advenir. Écoutez, ça c'est vraiment une question. D'abord, je vous remercie de faire allusion à des choses que je dis vers la fin de mon livre. C'est vrai, et puis c'est une façon de recommander la lecture aux uns et aux autres, c'est que je ne l'aurais pas encore, qu'en général, je n'en reste jamais sur une présentation de comment dirais-je, des structures qui nous prennent, qui nous organisent, mais que j'essaye de parler de la façon dont la psychanalyse intervient. Alors là, la cure individuelle, et il y a entre autres la présentation d'un rêve fait par un analysant qui est très, enfin, moi, m'a beaucoup intéressé parce que nous sommes surtout sujets à la répétition et d'une certaine manière,
c'est très important lorsqu'on s'aperçoit que dans un rêve, il y a quelque chose qui échappe à cette répétition, quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, dans la vie politique, c'est moins net, parce que qu'est-ce qui fait que tout de suite ça perd sa valeur? Par exemple, au printemps dernier, on parlait du monde d'après. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme signifiant nouveau. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un signifiant qui peut accrocher? On ne peut pas le prévoir d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, oui, on peut simplement relever que nous sommes bien embarrassés parce que nous n'avons même pas un signifiant autour de quoi nous. Oui, c'est-à-dire que le libre arbitre, c'est le déterminisme là, avec la répétition, donc, qui n'est jamais la même chose quand même, la répétition. Il y a Oui, toujours... la répétition, ça varie. Mais ça détermine les sujets de l'individuel ou du collectif, ça détermine, et il n'y a pas de libre arbitre. Or, justement, la psychanalyse fait que nous sortons plus ou moins du déterminisme, un peu comme pouvait le dire Spinoza d'ailleurs à une autre époque, et que nous pouvons avoir de plus en plus, un petit peu mieux, un libre arbitre dans la psychanalyse. Est-ce que dans le social, bon, on a vu, il y a eu des révolutions, et c'est vrai qu'à certains moments, on a eu l'impression que les peuples, justement, il y avait quelque chose d'un libre arbitre qui était là, mais à chaque fois, quelque chose de la répétition, du déterminisme vient recouvrir ce qui est apparu. Il faut peut-être distinguer en plus répétition du même, qui est ce qui est plutôt dépression. Non, ce n'est pas la répétition, c'est la méméité. Moi, la méméité, et puis alors effectivement ce que Lacan appelle répétition et qui fait varier le terme. Hein. Bon, je crois qu'il y avait une dernière question, si vous... Je me demandais par rapport à ce sujet de la domination, enfin ce rapport de l'inconscient au pouvoir, ce que vous faisiez de la pulsion de pouvoir chez Derrida. Je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais voilà, j'ai souvent entendu parler de cette pulsion de pouvoir chez Derrida. Je me demandais si vous en faites quelque chose. Je ne me sers pas beaucoup de Derrida. Ce à quoi éventuellement ça peut me faire penser, c'est un terme de Freud, hein, mais auquel aussi on peut regretter que Freud n'ait pas donné un peu plus de valeur, parce que c'est vrai que ça nous intéresserait, qui est la pulsion d'emprise. Oui. Hein. Mais donc, qui est compliqué chez Freud parce que il essaye de le penser à partir de la notion d'une pulsion du moi, hein, et non pas d'une pulsion sexuelle. Mais chez Freud, c'est difficile d'assurer une pulsion qui soit une pulsion du moi, si vous voulez. Hein. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Donc, c'est vrai que la psychanalyse est un peu en panne, hein, sur cette histoire. C'est peut-être au fond ce que mon livre vient dire, hein, que nous n'avons pas les éléments, peut-être que nous avons besoin d'une métapsychologie des pulsions d'emprise ou autre. Hein, Je crois que René Major a quand même pas mal travaillé cette question aussi, de la pulsion d'emprise et du pouvoir. Hein. Mais bon, il est très derridaïen, alors. Oui, oui. Voilà. Major, mais de le reprendre. Et en même temps, voilà, ça indique à quel point on est aliéné au niveau économique, puisqu'en fait, il n'en sort pas, René Major. Et puis, il évoque bien dans la question de la dette l'impasse. Bon, mais écoutez, vous me fournissez tous et toutes des éléments qui pourraient être intéressants. Bon, sinon, il y a encore une personne? Oui. Oui. Hélène. Oui. J'ai lu le livre et je vous en remercie. Je suis plus inquiète que le ton général de la soirée. Parce que ce que je perçois, alors peut-être moi, mais essentiellement de ce que j'entends autour de moi et des patients que je reçois, c'est quelque chose qui est une espèce d'angoisse très diffuse, alors qui s'accroche sur des trucs factuels, bon, le Covid, ok, l'épidémie,
qui s'est réconforté, non pas réconforté pour l'angoisse, mais réconforté pour à propos des élections américaines, quoique. Et ce que je me demande, c'est si je comprends bien ce que vous dites, au sens que le, que le discours politique sociétal, on va dire, a des effets déterminants sur la construction subjective, il me semble aujourd'hui qu'il y a une superposition de discours politiques, un chaos, enfin je dirais un chaos, on nage en plein chaos, et qu'à partir de là, chacun attrape ce qu'il peut, de là où il est, de ce qu'il entend, de son environnement, etc., etc. Et ça me fait repenser à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du religieux, et je crois que c'est juste. C'est juste de dire que finalement, bien sûr que les attentats, etc., en tout cas, il n'y a pas de fait religieux dans la détermination islamiste, et le terrorisme, évidemment pas. En revanche, les évangélistes, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce religieux-là? C'est qu'il dit, retournons à un monde d'avant, où rien ne bougeait. Parce que finalement, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'angoisse? C'est la mondialisation. Et c'est la montée de minorités agissantes, radicales. Alors, le religieux, il réinstalle un monde d'avant. Alors, mondialisation, donc par réaction, montée de minorités qui protestent, etc. Et ce que vous dites me fait. Alors, peut-être je vais finir sur quelque chose, puisque vous me lisez, madame. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre précédent écrit avec Christian Hoffman, Oui. sur le terrorisme, justement. Et notamment peut-être alors sur la question du malaise actuel. Alors, vous dites cette angoisse, elle n'est pas due simplement voilà, au Covid, au terrorisme, etc. Hein, non, elle s'accroche. Voilà, elle s'accroche là-dessus. Mais le problème aussi, c'est qu'on est d'autant moins à même de parer aux effets négatifs de tous ces traumatismes qu'on est seul. Voilà, exactement. Qu'il n'y a pas quelque chose qui fasse, qui maintienne un peu d'unité, par exemple, dans une nation, etc. On a essayé, en janvier 2015, de rassembler les gens. Il y a eu des choses, mais c'est vrai que l'angoisse, elle vient peut-être à la fois de tous les dangers qu'on perçoit partout, que ce soit d'ailleurs la mondialisation ou les réactions communautaristes par rapport à la mondialisation. Donc l'angoisse vient de ça, mais aussi de l'impossibilité où on est de faire un peu front, tous ensemble, par rapport à ça. Voilà. Pour terminer, peut-être, pour prévoir la fin de la réunion, Catherine Guillaume, une question rapide, je pense. Ensuite, Maman répondra. Serge Sabinus souhaite faire une communication qui est un peu décalée par rapport à l'intervention de M. Chemama, et peut-être qu'on pourra demander à Delia de conclure, parce que je crois qu'on arrive à l'horaire que Roland Chemama avait bien voulu accorder. Donc, Catherine Guillaume, rapidement. Très rapidement, bon, je voulais poser une question sur le religieux, mais ça a déjà été abondamment abordé, donc basta. Mais l'autre chose, c'était par rapport au pouvoir d'assujettissement du langage, où mon hypothèse, c'est que ce pouvoir d'assujettissement serait d'autant plus impérieux qu'il y aurait un appauvrissement du langage, c'est-à-dire un nombre réduit, de plus en plus réduit de mots pour désigner des choses différentes. Bon, je ne sais pas en même temps, le nini. Mais, bon, par exemple, Goebbels, enfin, on se réfère beaucoup à Orwell, avec la novembre, mais déjà Goebbels disait « Je vous demande non pas de parler comme moi, mais de supprimer le maximum de mots de façon à ce que vous ne parliez que comme moi. »
hein. Le livre LTI est déjà un livre, comment dire, qui devient presque prophétique d'une époque où le langage s'est appauvri. Même, bon là, avec le Troisième Reich, c'est encore autre chose parce qu'il s'agit de voiler. Alors, est-ce qu'on est aussi dans une stratégie de voilement? Voilà. Bon, En tout cas, écoutez, moi, sur le fait que le langage est d'autant plus, comment vous l'avez dit, impérieux, hein, qu'il est de plus en plus dépouillé de ses connotations, de la dimension métaphorique, etc., je suis plus que d'accord avec vous. Hein. C'est ce que, consciemment ou pas, expérimentent tous les totalitarismes, hein, d'avoir un langage vraiment réduit à des énoncés désignatifs. Hein, non, donc là, je suis d'accord avec vous. Et pour ça, les meilleurs alliés des psychanalystes et des gens un peu honnêtes autour de nous, ce sont les poètes. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Serge voulait faire une communication. Oui, je vais aller très vite. Je profite du fait que vous êtes tous réunis à Édipe le Salon pour vous rappeler la semaine prochaine, mardi 17 novembre, nous avons également mis encore une fois une réunion Zoom. Je crois qu'on est pour l'instant réduit à Zoom autour de psychanalyse et littérature sur le projet Édipe Nomade. Nous parlerons donc de Anna Karénine, puisque nous avons travaillé assez longtemps sur Anna Karénine. Il va falloir quand même qu'on puisse se mettre à voir de quelle façon on va pouvoir terminer peut-être Anna Karénine. Et puis, je réfléchis déjà depuis quelque temps à un autre projet de travail à suivre, toujours dans la même lignée, à propos d'un autre auteur. Donc, je vous parlerai de tout cela la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, mardi 17 novembre, sur Zoom, pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ce projet. Voilà. Merci. Donc, merci. Monsieur Chemama, est-ce que vous voulez peut-être dire un dernier mot? Et puis après, je demanderai à Delia. Je vous remercie de m'avoir invité à présenter ce livre. Moi, ça m'apporte toujours beaucoup de choses, hein, de voir quelles sont les questions, comment ça se pose pour les uns et pour les autres. Ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui est le plus actuel dans ce que j'essaie d'aborder. Non, je n'ai rien d'autre à dire que des remerciements. Voilà, je donne la parole à Delia. Oui, écoutez, je vais être brève. Je remercie aussi à mon tour Roland Chemama d'avoir accepté de venir. Je voulais dire seulement peut-être que malheureusement le temps est court et que plus on se penche sur votre livre et plus il y aurait des questions à déplier et que bien sûr ce temps a été court. Mais je pense qu'il y a une question sur laquelle c'est toujours un peu à côté que ça se passe aussi, hein, ce qu'on entend des livres et ce sur quoi ça nous mène. Il y a quelque chose d'une attention particulière en ce moment dans les cures à avoir. Sur le discours de nos patients, comme disait tout à l'heure notre ami, il y a cette angoisse, il y a tous ces discours sur tout ce qu'on a dit déjà, hein, qui couvrent le fond des questions qui sont quand même toujours autour de la libido et tout ce qu'on sait de bien freudien. Je crois qu'on a besoin d'avoir une certaine ouverture. Et il y a quand même un point que vous dites qui n'est pas rien, je trouvais, quant à la manière d'écouter les patients, comment écouter les patients aujourd'hui. Vous dites qu'il ne faut pas être trop silencieux. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on ne le dit pas souvent. Et peut-être même du côté lacanien, on croit toujours qu'on ne dit rien, qu'on ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se le dit entre nous, on n'est pas dans le silence. Peu de gens sont encore dans le silence, dans les cures. Il y a quelque chose
qui nous oblige, qui nous conduit à être là, présent autrement. Écoutez, Et alors ça, je vais ajouter c'est sans doute important à garder en mémoire. Alors, je vais même ajouter un mot. Hein. Si on devait chercher, en tout cas actuellement, un signifiant qui pourrait être mis en avant par rapport à ce que la psychanalyse est en train de... Et ce qui est essentiel aujourd'hui pour la psychanalyse, c'est qu'il faut réhabiliter la notion d'un dialogue psychanalytique. Dialogue entre les analystes, mais dans la cure elle-même. La cure est un dialogue. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de son côté sur le divan et par rapport à quoi un analyste, de temps en temps, profère une parole sentencieuse. Hein. Je crois que si on éprouve de plus en plus que ces sujets angoissés, mal à l'aise, etc., de nos jours, on a largement besoin qu'on soit présent dans la parole, qu'on amorce certaines questions, simplement, alors il ne s'agit pas d'interpréter à tout va, bien sûr, mais je crois que nous avons une responsabilité pour relancer les choses là où on sent qu'il y a quelque chose qui est appelé à se dire et que l'analysant n'arrive pas à dire. C'est de plus en plus évident. Je crois que c'est bien de terminer là-dessus, peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. Merci.